Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir l'indice des prix PCE, donc un peu dans la suite de la vidéo que j'avais faite hier ou avant-hier, je sais pas quand je l'ai publié. Un peu dans la suite de la vidéo que j'avais faite hier ou avant-hier sur les PMI, on va continuer un peu dans la même veine avec l'analyse fondamentale et comment lire des rapports et analyser des rapports. Du coup, aujourd'hui, on va voir l'indice des prix PCE. Alors pourquoi celui-là? Parce que du coup, vendredi de la semaine qui arrive, cet indice sort et c'est un indice très important pour la Fed, on va voir pourquoi. Et c'est un indicateur qui malheureusement est mal compris par les gens, est mal interprété, mal lu. Peu de gens savent véritablement quel est cet indicateur qui en réalité découle d'un rapport, ce qu'il veut dire en fait pour l'économie, ce qu'il mesure même. Bon, je vais pas vous spoiler davantage, on va directement aller voir ça. Mais donc voilà, prends comme d'habitude un petit carnet ou quoi pour prendre des notes, je te le conseille vraiment parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations. Et on attaque tout de suite avec la vidéo. Donc, bam! Aujourd'hui, donc, on va voir le PCE. Le PCE, tu l'entends peut-être partout dans l'actualité économique, à la télévision, si tu regardes un peu des trucs de finance et d'économie. Le PCE, c'est le Personal Consumption Expenditure. Donc ça, c'est l'abréviation pour le mot en anglais, qui veut dire en français les dépenses personnelles de consommation. Il faut savoir que, du coup, les dépenses personnelles de consommation, on pourrait même appeler ça la consommation, donc des ménages, comptent pour 2/3 du PIB. Donc si tu ne sais pas trop ce que c'est le PIB, pour te la faire courte, c'est le produit intérieur brut, donc c'est la valeur monétaire de tout ce qui a été produit dans une économie. Ici on va parler de l'économie américaine, puisque le PCE n'est produit que pour les États-Unis. Donc ce que les dépenses personnelles de consommation veulent dire, c'est combien les gens, donc combien les ménages, toi et moi, ont dépensé dans l'économie en biens, en services, par exemple pour acheter des objets, pour payer pour des services, etc. Ça, c'est ce que sont les dépenses personnelles de consommation. C'est ce qu'est le PCE. Ok. Et donc, par rapport au PIB, comme je te l'ai dit, le PIB, c'est une valeur monétaire. Si tu prends du coup 2/3 de ce PIB, eh bien ces 2/3-là sont alloués du coup uniquement à ces dépenses personnelles de consommation. Le reste du tiers, honnêtement, j'ai pas trop fait attention à ce que c'était. Mais de toute façon, je ferai une vidéo prochainement sur le PIB. Mais du coup, retiens simplement que les dépenses des ménages, ok, c'est 2/3 de l'économie. C'est 2/3 de l'activité économique, c'est 2/3 de la puissance économique d'un pays. Bref, je continue. Cette ligne est très importante. Si comme en début de la vidéo, tu as bien pris de quoi noter, note-la, elle est très importante. Beaucoup de gens confondent en fait le PCE et l'indice des prix PCE. Et ce n'est pas du tout la même chose. Alors bien évidemment, ça découle du même rapport, mais ce n'est pas la même chose. Le PCE, comme je viens de le dire, c'est les dépenses personnelles de consommation. L'indice des prix PCE, c'est un indicateur qui mesure l'inflation, donc qui mesure les prix. C'est un indicateur qui est calculé sur base des dépenses personnelles de consommation. Mais donc les deux n'ont rien à voir. Et en réalité, c'est un peu une erreur de langage quand on dit oui, le PCE a augmenté de X%. Et en parlant des prix, parce que non, si on voulait le dire de façon abrégée, ce serait PCE-PI, donc Personal Consumption Expenditure Price Index, donc PCE-PI. Donc en réalité, fais bien la distinction entre PCE et indice des prix PCE, parce que ce n'est pas la même chose. Ici, dans cette vidéo, on va surtout parler de l'indice des prix PCE, parce que c'est ça qui va vraiment être intéressant. Si tu vas sur Forex Factory, et que, en fait, je peux le faire. Si tu vas sur Forex Factory, attends, j'ai trop de pages ouvertes. On va en ouvrir une nouvelle. Donc, si tu vas sur Forex Factory, donc tu vas voir que à la fin de la semaine prochaine, on a le PCE, sauf que ici, tu vois, il parle bien du PCE Price Index. C'est pas la même chose que le PCE tout court. Le PCE tout court, en réalité, c'est, comme je l'ai dit, les dépenses personnelles de consommation, les DPC, si on voulait le dire en français. Mais donc, ça fait référence à cette ligne-là. Le Personal Spending, c'est les dépenses, donc c'est en réalité le PCE, c'est ça. Ça, c'est l'indice des prix PCE, ok. Bref, c'est une mini distinction, mais tu vas voir, ça va s'éclaircir au fur et à mesure qu'on avance dans la vidéo. Donc, je continue. Voilà, donc le PCE, pour clarifier un peu les choses, c'est l'une des 3 catégories d'un rapport. Le rapport est publié par le BEA, donc le Bureau of Economic Analysis, c'est une institution aux États-Unis qui publie des rapports, notamment le PIB aussi. Et donc le PCE, c'est une catégorie du rapport du BEA. Le rapport en question, c'est le Personal Income and Outlays Report. Comme j'aime vraiment bien que tu puisses associer des images à ce que je dis, je vais vraiment te montrer, donc quand tu vas là-dessus, Personal Income, donc ça, tu vois que c'est le Personal Income and Outlays, donc ça veut dire le revenu personnel et les dépenses, pour le mois de février 2024, donc c'est le dernier rapport en date, celui de mars sortira la semaine prochaine, mais donc si je clique sur Current Release, tu vois que du coup, ici on a le rapport, donc c'est ce tableau-là, enfin en réalité c'est tout le document, mais donc c'est véritablement un rapport en fait sur les dépenses personnelles de consommation et sur le revenu des ménages, et donc c'est seulement dans ce rapport-là, mais on va voir plus tard, c'est dans ce rapport-là que tu vas retrouver le fameux PCE
le PCE ici, et l'indice des prix PCE. Mais on va regarder ça plus tard, j'ai pas envie d'aller trop vite. Donc comme j'ai dit, le PCE c'est l'une des 3 catégories du rapport du BEA, et donc ces 3 catégories-là, en réalité, c'est le revenu personnel, donc le personal income, le disposable personal income, ça c'est le revenu personnel disponible, donc quand il est ajusté de l'inflation. Alors pour t'expliquer vaguement c'est quoi la différence entre le PI et le DPI, donc personal income and disposable personal income, c'est que si maintenant tu as ton revenu, et imaginons que tu gagnais 1000 € le mois passé, tu gagnes 1100 €. En réalité, tu as une augmentation de ton salaire, c'est très chouette. Mais si maintenant je te dis qu'en réalité, il y a eu une augmentation des prix dans l'économie et que tout est plus cher, peut-être qu'en réalité, l'augmentation réelle de ton salaire, elle est nulle, parce que tu as peut-être gagné 100 € de plus, mais tu vas peut-être devoir dépenser ces 100 € que tu as gagné en plus dans des biens qui sont plus chers. Et donc en réalité, quand on mesure le revenu personnel disponible, ça veut dire en fait c'est ton revenu réel, ajusté de l'inflation. Donc qu'est-ce qui est vraiment disponible par rapport au prix dans l'économie. Okay, donc ça c'est juste la distinction entre les deux. Et puis tu as le fameux PCE, le Personal Consumption Expenditure, ou bien qu'on appelle aussi Outlays, ou encore Consumer Spending. Ça c'est juste des mots en anglais pour dire la même chose, mais en gros c'est les dépenses de consommation. Mais donc comprends bien ça, okay, j'insiste vraiment là-dessus, mais parce que beaucoup trop de gens font encore l'erreur. Donc le PCE, c'est uniquement cette catégorie-là dans ce rapport. Ce rapport qui te donne des informations sur le revenu et les dépenses. Okay, sur base de ces données-là, on va ensuite calculer un indice des prix. Okay, bref, je continue. Attends, parce qu'il y a ma présentation qui déconne complètement. 2 secondes. Hop, voilà, désolé. Donc je continue. Pour rentrer un peu plus dans les détails des dépenses personnelles de consommation, tu vas avoir du coup, comme je l'ai dit, des dépenses dans les biens, dans les services, etc. Pour être plus précis, en réalité, les ménages, les consommateurs, les gens comme toi et moi vont dépenser des choses dans des biens durables, dans des biens non durables et dans des services. Pour faire la distinction entre biens durables et non durables, on utilise la valeur de 3 ans. Ça veut dire qu'un bien durable, c'est un bien qui a une durée de vie supérieure à 3 ans. Par exemple, tu achètes un frigo, tu achètes un lave-vaisselle, tu achètes une voiture, ce genre de choses. Un bien non durable, ça va par exemple être tous les biens de consommation de court terme. Donc ça peut être par exemple, je sais pas moi, tous les biens alimentaires, enfin bref, tous les biens auxquels tu peux penser qui ont une durée de vie de moins de 3 ans. Et puis les services, j'ai pas besoin de te faire un dessin, c'est tout ce pourquoi tu vas payer, mais où tu n'achètes pas un objet en tant que tel physique, mais tu vas juste payer pour un service. Ça peut être par exemple un abonnement téléphonique, ça peut être aller chez le coiffeur, etc. Ça c'est les services. Et donc les dépenses personnelles de consommation, qui je le rappelle comptent pour 2/3 du PIB, vont être divisées entre guillemets dans ces 3 choses-là. Et donc ça peut être intéressant aussi de regarder, tiens, dans quel secteur est-ce qu'on a eu une hausse, par exemple, des dépenses. On voit que les gens dépensent beaucoup dans les services, par exemple, et ça risque de mettre des pressions inflationnistes dans l'économie au niveau des services, etc. Bref, donc je continue. Pour terminer, en tout cas par la présentation, pourquoi le PCE est si intéressant? C'est parce que c'est la mesure privilégiée de la Fed, et même là, vous voyez que moi-même j'ai fait une faute. En réalité, c'est le PCE-PI, donc l'indice des prix PCE, qui est la mesure privilégiée de la Fed pour mesurer l'inflation. Donc quand vous entendez dans les médias, dans l'actualité, etc., que l'objectif d'inflation de la Fed est de 2%, ce qu'elle veut dire par là, c'est qu'elle aimerait ramener l'indice des prix PCE, plus particulièrement l'indice sous-jacent, mais on va voir ce que c'est après, donc l'indice des prix PCE à 2%. Actuellement, il est un peu au-dessus de 2%. Je ne sais pas exactement combien, mais il est un peu au-dessus de 2%. Okay, bien, maintenant que ça c'est fait, je vais aller dans le rapport en lui-même. Donc on va vous montrer les tableaux, ça va être plus simple pour vous. Donc, bon, je vous ai déjà montré comment aller dessus, mais du coup, tu tapes simplement PCE, puis BEA pour le Bureau of Economic Analysis, ou bien si tu veux y aller via Forex Factory. Donc sur Forex Factory, tu vas à la date du truc, donc c'est vendredi pro. Voilà, et quand tu cliques ici sur le petit dossier, donc Core PCE Price Index, tu cliques sur le petit dossier, tu vas sur Latest Release, ça te met aussi la même page. Bon, juste là, ouais, tu vas dans Current Release, mais ça te met aussi la page. Merci, non, je veux pas faire l'enquête. Mais donc ici, du coup, tu as un bref résumé des derniers résultats du rapport, mais je vais directement aller sur le rapport même. Donc tu cliques sur Current Release, et donc ici, tu as le rapport sur les dépenses et les revenus. Alors, ça peut faire un peu peur au début, mais je te jure que c'est pas compliqué à lire. Je vais essayer de faire un screenshot. Ça va être plus simple. Bam. Donc, il y a, comme je l'ai dit, 3 catégories dans ce rapport. Il y a le revenu personnel, ok, le revenu personnel disponible et les dépenses personnelles de consommation. Tout ce qu'il y a en dessous de cette ligne, ne le regarde pas encore. Ok, c'est pas compliqué. Ici, tu as les valeurs pour 2023, 2024, parce que on est un peu à cheval sur 2 années, donc octobre, novembre, décembre, janvier, février. Tu as les valeurs des 5 derniers mois. Ok, la dernière colonne, c'est les derniers chiffres en date. Donc si je devais lire les données de façon, pour le dire en français, ici par exemple, tu vois que au mois de février,
le revenu personnel a augmenté de 0,3% aux États-Unis. Okay, donc ça veut dire que les gens ont gagné 0,3% de plus. Le revenu personnel disponible, par contre, a augmenté de 0,2%, donc ajusté de l'inflation. Okay. Je ne vais pas parler des détails entre current dollar et chain dollar, c'est juste en dollar nominal ou dollar réel. Si tu veux, tu peux regarder sur Google, tu tapes valeur nominale réelle, enfin valeur nominale, valeur réelle, et c'est quoi la différence entre les deux. Je t'invite à lire des trucs là-dessus pour comprendre. Mais sans parler de ça, du coup, je passe direct au PCE. Donc ici, tu as les dépenses personnelles de consommation. Okay. Et donc si je devais le lire en français, on voit que au mois de février, les dépenses personnelles de consommation ont augmenté de 0,8% par rapport au mois précédent. Ça, c'est une phrase française pour lire la donnée. Okay. Maintenant, on va parler des indices des prix. Parce que j'ai dit que la Fed s'intéresse au PCE, certes, parce que du coup, le PCE amène, ou formulé plus autrement, une forte hausse des dépenses personnelles de consommation a tendance à amener une inflation au niveau de l'indice des prix PCE. Je vais pas te faire un cours d'économie, mais du coup, plus les gens vont consommer, plus ça risque de pousser les prix à la hausse. Pour des raisons d'offre et de demande, et puis il y a aussi d'autres raisons à l'inflation, mais je ne vais pas m'arrêter là-dedans. Maintenant, on va s'attaquer aux indices des prix. Donc c'est vraiment ça qui va être clé, qui va être intéressant. Les indices des prix, du coup, ce sont des indices, donc dans le rapport calculés sur base, comme je l'ai dit, de ce PCE, de ces dépenses personnelles de consommation. Donc tu as en rythme mensuel et en rythme annuel. Ici, c'est les données en rythme mensuel, ici, tu as les données en rythme annuel. Donc si je devais le dire en français, l'indice des prix PCE, au mois de février, a augmenté de 0,3% par rapport au mois précédent. Ça veut dire que les prix dans l'économie, calculés sur base de ça, donc les prix dans l'économie ont augmenté de 0,3% au mois précédent. Sur un an, donc ça veut dire si maintenant le rythme d'inflation restait le même pendant un an, les prix dans l'économie ont augmenté de 2,5%. Et ce chiffre-là, c'est vraiment le chiffre clé que la Fed va regarder. Donc en réalité c'est celui du dessous, mais je vais simplifier pour le moment. Quand la Fed parle de sa cible d'inflation à 2%, ce qu'elle cherche à faire, c'est ramener ce chiffre au fil des mois, le faire diminuer pour le ramener vers 2%. Et d'ailleurs là, tu vois qu'on a eu une petite résurgence de l'inflation, on est monté de 2,4 à 2,5. Alors, tu as peut-être remarqué qu'il y a le PCE et puis le PCE excluding food and energy, donc ça veut dire que tu as l'indice des prix PCE et l'indice des prix en excluant la nourriture et l'énergie. Donc c'est la même chose, dans le sens où c'est aussi du coup l'indice des prix, sauf que dans le calcul, on a enlevé les composantes comme l'énergie et l'alimentation. Alors pourquoi ? Parce qu'en réalité, ces composantes-là sont assez volatiles et n'ont pas vraiment d'impact sur la politique. Enfin, la politique monétaire ne peut pas vraiment avoir d'impact là-dessus. Une hausse des prix de la nourriture dépend généralement de l'offre et de la demande aussi de nourriture, qui généralement dépend des conditions climatiques. Si tu as eu, par exemple, donc tu es un fermier, que la saison était bonne, tu as beaucoup de, de fruits, de légumes. Si maintenant la saison est mauvaise, tu as moins de fruits et de légumes. Mais tu t'en doutes, c'est pas la politique monétaire qui va influencer l'offre de légumes. Tu choisis pas vraiment la météo. Pour ce qui est de l'énergie, il faut savoir que c'est surtout l'OPEC, donc OPEC, si tu vas aller faire tes recherches sur internet, c'est surtout l'OPEC qui contrôle l'offre de pétrole. Et du coup, c'est eux, quelque part, qui dictent les prix du pétrole dans le monde par rapport à l'offre de celle-ci. Il y a aussi les conflits géopolitiques, j'en ai pas parlé, mais par exemple, tout ce qui se passe au Moyen-Orient a un impact sur les prix du pétrole. Il faudrait une vidéo complète pour en parler, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons simplement que du coup tout ce qui est géopolitique peut avoir aussi un impact sur les prix de l'énergie. Par exemple aussi les conflits, enfin la guerre en fait qu'il y a entre l'Ukraine et la Russie, ça a aussi un impact sur les prix du gaz par exemple. Donc tout ce qui est énergie en fait les prix de l'énergie vont dépendre de facteurs extérieurs à la politique monétaire. Donc du coup cette mesure-là en fait nous permet de regarder la composante mère, ou le cœur vraiment de l'inflation que la Fed va vouloir combattre. Et donc quand on regarde, on voit d'ailleurs que le PCE, quand on exclut les prix de l'énergie et de la nourriture, est un peu plus élevé, c'est logique. Enfin pas nécessairement logique, mais en tout cas en ce moment c'est logique. Et donc il est à 2,8%. Pour rappel, la cible d'inflation est de 2%. Bref, si je regarde à droite de temps en temps, c'est parce que j'ai quelques notes aussi pour ne rien oublier. Maintenant, on va parler des derniers résultats. Okay. Et on va parler de l'impact que ça peut avoir pour la Fed. Comment la Fed va interpréter ces données. Donc comme j'ai dit, la Fed essaye de ramener l'inflation à 2%. Okay. Pour l'instant, on est sur du 2,5 pour l'indice global et du 2,8 pour l'indice de base. Quand on dit l'indice de base, vous l'avez peut-être aussi déjà entendu, on parle de l'indice qui exclut les prix de la nourriture et de l'énergie. Pour ramener l'inflation vers 2%, la Fed va augmenter ses taux d'intérêt. C'est l'outil de politique monétaire principal qu'elle utilise. Pour te la faire simple, parce que c'est aussi un sujet compliqué qui nécessiterait une vidéo complète, mais pour te la faire simple, augmenter les taux d'intérêt dans l'économie ralentit globalement la consommation des ménages et des entreprises. Pourquoi ? Parce que imagine que tu es une entreprise, que tu veux t'étendre, donc investir dans des nouvelles usines, des nouvelles machines, embaucher du personnel, ça va te demander de l'argent. Et généralement, tu vas faire un crédit. Ce crédit-là, forcément, tu vas payer des taux d'intérêt.
plus les taux d'intérêt de la banque centrale sont élevés, plus les taux d'intérêt dans l'économie vont être élevés. Donc si tu es une entreprise soucieuse de diminuer ses dépenses et d'investir correctement, est-ce que tu préférerais t'étendre et donc faire un gros crédit de 100 000, 1 million, plusieurs millions d'euros pour acheter des machines, des usines au moment où les taux d'intérêt sont bas ou élevés? Forcément, tu préférerais le faire quand les taux d'intérêt sont bas. Du coup, à ce moment-là, tu vas vouloir attendre que simplement on soit dans une phase où la politique monétaire est accommodante. Pour rester simple, parce que j'ai pas envie de te perdre dans la vidéo, pour rester simple, disons simplement que la Fed augmente ses taux d'intérêt pour ralentir l'économie, pour le dire vraiment de la façon la plus simple possible. Et le fait de ralentir l'activité, va diminuer les pressions sur les prix et ramener l'inflation vers la cible de 2%. Donc ça, c'est ce que la Fed aimerait faire. Actuellement, les taux sont à leur niveau les plus élevés. Je crois qu'on est sur du 5,25 à 5,5%, donc dans cette fourchette-là. Et ça fonctionne, mais on se rend compte en fait que l'inflation stagne. Dans le sens où ça fait plusieurs mois qu'on a eu une sorte de résurgence de l'inflation aux États-Unis. Pour te donner une valeur d'un mois sur l'autre, donc on ne va pas regarder la mesure annuelle ici, on va regarder la mesure mensuelle ici. Pour te donner une valeur de référence, pour que la Fed puisse ramener l'inflation vers 2% sur un an, il faudrait qu'en rythme mensuel, donc ici, l'indice évolue à un rythme de 0,17%. Donc ça fait en gros 0,2. Donc il faudrait du 0,2 ou moins pour que l'inflation ralentisse suffisamment. Et on voit que ces 2 derniers mois, on a eu une hausse de 0,4 et 0,3. Et particulièrement, si on regarde l'indice sous-jacent, celui sur lequel la Fed peut vraiment avoir un impact, on voit qu'on a eu 0,2, 0,5, 0,3. Donc c'est un rythme d'accélération de l'inflation qui est trop élevé par rapport à ce que la Fed aimerait voir. Et de toute façon, ça s'observe dans les indices globaux, parce que tu remarques que les indices globaux, remontent. Ici, on stagne, 2,9, 2,9, 2,8, ça diminue pas vraiment. Et puis ici, on est descendu, donc 2,6, 2,4, et puis hop, 2,5, on est en train de remonter. Donc c'est pas un bon signe pour la Fed, surtout si tu regardes le CPI aussi, le CPI est en train de réaccélérer. Bref, mais donc qu'est-ce que ça envoie comme message à la Fed? Dernièrement, on a eu les données CPI, et on a observé clairement l'impact que ça a eu sur les prix. L'inflation au mois de mars a été plus élevée que prévu aux États-Unis. Et donc il y a cette crainte chez les responsables de politique monétaire que l'inflation ne soit pas encore maîtrisée, que ça nécessite des taux d'intérêt élevés pendant une période prolongée par rapport à ce qu'on s'attendait au départ. Ça, c'est ce qu'on a observé dans le CPI, mais ce ne serait pas étonnant de l'observer dans le PCE. Et donc quand la Fed va voir ces données de « Ah zut, l'inflation est élevée », aux États-Unis, elle n'est pas encore sous contrôle. Ce qu'elle va vouloir faire, comme je l'ai dit, c'est garder ses taux d'intérêt à des niveaux ce qu'on appelle restrictifs pendant une période plus longue. Jusqu'à présent, et je vais te donner un site pour ça, il y a un site, donc c'est le Fed Watch Tool, tu mets Fed Watch Tool CME, donc c'est le CME Group, c'est aussi une institution aux États-Unis qui donne un outil pour mesurer les anticipations du marché concernant la trajectoire des taux d'intérêt de la Fed. Quand tu vas dans l'onglet ici Probabilities, tu vois en fait les probabilités pour une baisse, en tout cas dans la colonne Is, et le Hike c'est la probabilité d'une hausse, donc la probabilité d'une baisse des taux de la Fed par rapport aux différents mois de l'année. Et donc tu remarques que ici les investisseurs anticipent à 70% et plus une première baisse des taux de la Fed au mois de septembre. Pour te mettre un peu en contexte, il faut savoir que avant la publication du CPI, donc avant la publication des données d'inflation, on anticipait une première baisse des taux au mois de juin. Et donc ça rejoint un peu le discours que je viens de te dire de le fait que l'inflation soit plus élevée que prévu, ou formulé autrement, le fait que l'inflation ne soit toujours pas sous contrôle, tu l'as vu avec les données PCE, l'inflation est toujours trop élevée et elle évolue à un rythme trop élevé en rythme mensuel, le fait que l'inflation soit toujours trop élevée oblige la Fed à garder ses taux, donc la Fed c'est la réserve fédérale, oblige la Fed à garder ses taux à des niveaux restrictifs pendant une période prolongée. Du coup, les investisseurs ont repoussé leur pari pour une baisse des taux, et n'anticipe non plus une baisse en juin, mais anticipe une baisse en septembre. Par rapport à l'impact sur les prix, ça pourrait être intéressant de juste regarder ça. J'ai un graphe de l'euro-dollar, c'est parfait. Donc je trade essentiellement l'euro-dollar, mais dis-toi simplement que si toi aussi tu trades une paire Libyen en dollars, c'est simple, si l'euro descend, le dollar monte. Dis-toi simplement ça comme ça, si jamais tu veux transposer ça à tes propres graphiques. Mais du coup, donc pour la faire simple, ce qu'on a observé dernièrement, donc là je suis sur un graphique 4 heures, euro-dollar, tu vois qu'au mois de février, on va dire de la mi-février à mi-mars, donc de là à là, on a eu une belle hausse sur l'euro-dollar, et puis là on est en train d'observer une solide baisse
Alors par quoi est-ce qu'elle s'explique cette baisse? D'une part par la résilience de l'économie américaine, mais pour rester vraiment sur le sujet de l'inflation, les investisseurs se sont rendus compte en fait que l'inflation n'est pas nécessairement maîtrisée et que ça nécessitera, comme je l'ai dit, des taux d'intérêt élevés pendant une période prolongée. Le fait que les paris pour des baisses des taux changent, donc le fait que les anticipations du marché changent par rapport à leur vision de la trajectoire des taux de la Fed, a poussé le dollar à s'apprécier et donc l'euro à se déprécier. Pour le dire autrement, en fait, le recul des anticipations du marché a fait monter les rendements américains et a fait monter le dollar. Alors après, pourquoi? Disons simplement que vraiment ça va être un peu un bro explication. Pour te la faire simple, parce qu'encore une fois, ça nécessiterait une vidéo complète sur ce sujet-là aussi. D'ailleurs, c'est bien parce que ça me donne plein d'idées de vidéos. Bref, pour te la faire simple, quand les taux d'intérêt sont élevés aux États-Unis, ça rend tous les investissements liblés en dollars intéressants parce que leur rendement est élevé. Les rendements des investissements financiers, des actifs financiers sont généralement corrélés entre guillemets au taux d'intérêt de la banque centrale, de l'économie en général. Donc, plus les taux d'intérêt sont élevés, mieux c'est pour en tout cas les rendements. Maintenant, il faut aussi comprendre que quand on est à des pics, des sommets, la question n'est plus de est-ce que les taux vont monter ou quoi, la question c'est pendant combien de temps est-ce que ces taux vont rester élevés. Parce que dès que les taux vont diminuer, les investisseurs vont commencer à chercher d'autres investissements et se dire peut-être que c'est plus trop intéressant d'investir dans l'économie US, dans l'économie américaine, on va peut-être aller chercher à l'extérieur, dans d'autres pays. Mais pour l'instant, ce qu'on observe, c'est qu'il y a, comme je l'ai dit, ce recul des anticipations du marché. On s'attendait à ce que les taux commencent à baisser en juin, et maintenant on s'attend à ce que les taux baissent en septembre. Donc c'est une bonne nouvelle pour les investisseurs quelque part qui se disent, tiens, nos rendements vont être justement un rendement élevé pendant plus longtemps. Et donc ça, quelque part, envoie, où il y a une sorte de flux monétaire, si je peux appeler ça comme ça, vers les investissements liblés en dollars, qui permet à la devise, donc la devise américaine qui est le dollar, de s'apprécier, et qui permet du coup aussi au rendement de s'apprécier. Tout ça sur base des anticipations du marché de les taux vont être en territoire restrictif plus longtemps. Je pense que j'ai fait le tour. Mais du coup, oui, pour vraiment être sûr que tu aies bien compris, ça explique du coup la dépréciation de l'euro. Enfin, en partie, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte dans l'analyse fondamentale, mais si je devais vraiment expliquer en 2 phrases ce mouvement de hausse et ce mouvement de baisse, ici c'est vraiment l'idée que la Fed va baisser ses taux en juin en même temps que la BCE, et puis il y a eu ce changement dans les perspectives du marché, et on s'est rendu compte que non seulement l'économie américaine était plus résiliente que prévu, mais qu'en plus l'inflation n'était peut-être pas sous contrôle. Là où c'est complètement différent en Europe l'inflation commence à être plus ou moins sous contrôle, et la BCE va pouvoir envisager de baisser ses taux prochainement. Mais donc on s'est rendu compte de ça pour la Fed et donc on a commencé à se dire en fait on va continuer à acheter du dollar parce que la BCE risque de baisser ses taux avant la Fed et ça c'est une toute autre histoire pour les marchés que je raconterai dans une prochaine vidéo. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'aide un peu à approfondir ta compréhension et ton analyse de l'économie et des indicateurs, et puis je suis désolé pour ce bruit de voiture, j'espère que tu l'entends pas, et puis sur ce du coup je te dis à demain dans la prochaine vidéo.